Le grand hypoglosse, ou nerf crânien numéro 12, est le nerf moteur de la langue. C'est un nerf essentiellement somatomoteur qui innerve la quasi-totalité des muscles de la langue, lui permettant d'assurer des fonctions vitales comme la mastication, la déglutition et la phonation. L'origine réelle du nerf grand hypoglosse se situe dans le noyau de l'hypoglosse, une paire de noyaux moteurs situés dans le bulbe rachidien. Il s'agit de deux noyaux, droite et gauche. Chacun est un noyau allongé situé dans la partie dorsale du bulbe rachidien, près de la ligne médiane et en regard du plancher du quatrième ventricule, où il forme le trigone de l'hypoglosse. Les fibres nerveuses issues de ce noyau suivent un trajet antérieur et latéral à travers la formation réticulaire du bulbe. Elles passent entre le noyau olivaire inférieur et le faisceau pyramidal pour émerger à la face antérieure du bulbe dans le sillon antérolatéral situé entre l'olive et la pyramide. L'origine apparente du nerf correspond au point où ces fibres émergent de la substance du bulbe rachidien. Elle se fait par une dizaine de petites radicules qui naissent dans le sillon antérolatéral du bulbe. Le trajet du nerf grand hypoglosse est classiquement divisé en plusieurs segments. Le segment intracrânien et canalaire. Ces radicules se regroupent en deux faisceaux qui traversent la dure mère pour gagner le canal de l'hypoglosse, situé dans l'os occipital, où ils fusionnent pour former le tronc unique du nerf. Après son origine apparente, les fibres traversent la fosse crânienne postérieure, puis pénètrent dans le canal de l'hypoglosse. Le nerf émerge de ce canal au niveau de la base du crâne. Pendant son trajet intracrânien et canalaire, le nerf grand hypoglosse donne une petite branche méningée qui innerve la dure mère de la fosse crânienne postérieure. Le segment descendant au niveau de la région cervicale haute. À sa sortie du crâne, le nerf grand hypoglosse descend verticalement dans l'espace rétrostylien en étant d'abord médial puis latéral à la veine jugulaire interne et à la carotide interne. Il chemine ensuite entre la veine jugulaire interne et l'artère carotide interne en restant en avant du nerf vague. Au niveau de son segment descendant, le nerf grand hypoglosse reçoit des fibres issues des branches antérieures des nerfs spinaux C1 et parfois C2. Ces fibres ne sont pas de vraies branches du 12 mais voyagent avec lui. La branche descendante ou rameau descendant de l'hypoglosse contient alors des fibres de C1 qui se détachent du tronc du 12 et descendent pour former la racine supérieure de l'anse cervicale ou anse de l'hypoglosse. L'anse de l'hypoglosse innerve les muscles infrahyoïdiens, le sternohyoïdien, sternothyroïdien et le chef supérieur de l'homohyoïdien. Le rameau thyroïdien se détache du 12 pour innerver le muscle thyroïdien. Le rameau génioïdien innerve le muscle génioïdien. Le segment horizontal dans la région sus-hyoïdienne. Pendant son segment horizontal, le nerf grand hypoglosse change de direction pour devenir horizontal et passe en avant contournant l'artère occipitale. Il aborde ensuite le muscle hyoglosse sur sa face superficielle, puis il se dirige vers l'avant en passant au-dessus de la grande corne de l'os hyoïde. À ce stade, le nerf pénètre dans la région sublinguale en passant entre le bord antérieur du muscle hyoglosse et le bord postérieur du muscle mylohyoïdien. Il se divise alors en ses branches terminales. Les branches terminales linguales du nerf grand hypoglosse sont de multiples rameaux qui pénètrent à la face inférieure de la langue pour innerver tous les muscles intrinsèques de la langue, ainsi que les muscles extrinsèques à l'exception du palatoglosse, qui est innervé par le nerf vague. Le nerf grand hypoglosse est un nerf moteur dont l'étude précise est fondamentale en anatomie et en clinique. Son trajet le rend vulnérable aux lésions à différents niveaux de son parcours, que ce soit dans la fosse crânienne postérieure, le canal de l'hypoglosse ou la région cervicale. Une atteinte de ce nerf se manifeste par une paralysie et une atrophie des muscles de la langue du côté lésé, avec une déviation de la langue vers le côté atteint lors de la protrusion.
La connaissance de ces rapports avec les structures vasculaires et nerveuses adjacentes est cruciale pour la chirurgie de la base de crâne et de la région cervicale.